d'abord, un petit historique de Flutter. Flutter, ça a été créé en 2015 par des ingénieurs Google. Et ils voulaient voir si c'était possible de créer une application mobile avec Dart. Dart, pour la petite histoire, c'est un langage qu'ils ont créé en 2011 pour essayer de concurrencer JavaScript. Je pense que si certains connaissent, ça n'a pas pris du tout. Pourtant, ils commençaient à développer certains outils en lien avec ça, comme Dartium, un navigateur orienté autour de Dart. Et du coup, ça n'a pas pris. Et ça a pris un nouveau souffle quand Flutter a été créé, donc sous le nom Sky en 2015 au début. Et Flutter a vraiment pris son envol cette année avec la Google I.O. On commençait à le découvrir l'année dernière, donc la première alpha en 2017. Et cette année à Google I.O., ils l'ont présenté officiellement donc, comme nouvel outil, comme alternative à React Native et au développement natif. Et donc du coup, ils ont sorti la seconde release preview en septembre 2018. Avant de partir sur Flutter, je vais expliquer pourquoi ils ont choisi Dart. Donc Dart, son premier avantage, le premier avantage de ce langage, c'est que c'est un langage qui permet du ahead of time et du just in time. Donc le just in time qui est pratique pour le développement et qui permet à Flutter d'avoir une fonctionnalité intéressante, donc le hot reload, facilite le développement, l'accélère. Et le ahead of time qui permet compilation ahead of time qui permet d'avoir une application aussi rapide qu'une application native. Dart a été conçu avec un garbage collector optimisé et un système d'allocation optimisé lui également, et est très adapté pour les applications qui doivent reconstruire en permanence une interface. Donc là, c'est ce qui se passe avec Flutter. On construit très souvent l'arbre de widgets, donc, de la même manière que React Native. Les ingénieurs de Google l'ont également choisi parce qu'il est orienté objet. Je n'ai pas plus de détails là-dessus, mais ça fait partie de leur choix. Et le dernier point qui les ont fait choisir Dart pour développer Flutter, c'était la proximité au sein de Google. Flutter est un outil Google, Dart aussi. C'était facile pour eux de pouvoir interagir. Et d'ailleurs, Dart évolue avec les équipes Flutter. Dart 2.0 est sorti en 2018 et a récupéré des conseils de l'équipe Flutter pour faire évoluer le langage. Et les derniers avantages, ce sont des avantages que beaucoup de développeurs trouvent. Donc le fait que Dart soit open source et qu'il soit relativement simple à prendre en main, tant pour les personnes qui sont habituées à des langages statiques que des langages dynamiques. Moi, personnellement, faisant du Swift et du Java, voire Kotlin, je n'ai eu aucun mal à me mettre sur Dart, et ceux qui viennent du JS semblent ne pas avoir de problème non plus. Moi qui viens du web, prendre en main, ça a été ce qui était plus facile. C'est vraiment très orienté objet, widget, tous les composants sont des objets avec leurs propriétés, leurs fonctions, et ça rend la chose beaucoup plus facile. Donc, présentation rapide de l'architecture de Flutter. Ce qui rend Flutter intéressant par rapport à toutes les solutions hybrides et par rapport à React Native, c'est que tout est compilé. Les solutions hybrides comme Ionic, comme Cordova utilisent des WebViews pour pouvoir afficher l'application. React Native va un peu plus loin, améliore les performances en utilisant les widgets qui sont déjà disponibles dans les systèmes d'exploitation. Et Flutter va encore plus loin que ça en compilant tout en CPP. Ils utilisent le moteur graphique Skia, qui est le moteur graphique de Chrome. Et ils ont leur propre canevas graphique pour afficher les widgets. On a l'impression que les widgets, ce sont des widgets natifs, mais pas du tout. Tous les widgets ont été recréés. Et il y a une grande bibliothèque de widgets qui est déjà existante. Donc on a des widgets qui servent vraiment à tout. On a des widgets de positionnement. On va vous montrer pourquoi après. On a des widgets qui s'adaptent à Android, donc les widgets Material, des widgets Cupertino pour Apple. Et par la suite, on peut imaginer d'autres widgets, des widgets Fluence pour Windows, par exemple. Voilà, tout est possible avec cette librairie de widgets. Et donc, pourquoi Flutter ? Flutter, ils ont frappé un très grand coup en le présentant. Ils ne sont pas arrivés avec une solution, on
va dire, bancal. Ils avaient déjà énormément d'outils qui étaient prêts, donc que ce soit Android Studio que j'utilise au quotidien, il y avait juste à installer un plugin Flutter et tout était déjà configuré. Donc c'est quand même agréable d'avoir des outils qui fonctionnent bien dès le début, plutôt que de se battre avec eux et se battre en même temps avec la technologie. Là, déjà, l'outil est prêt. Moi qui utilise Visual Studio Code, pareil, une extension et c'est directement opérationnel. Il gère tout ce qui est ligne de commande pour Flutter, ce genre de choses. Les autres avantages, comme je vous disais, on a une grande bibliothèque de widgets qui est déjà existante. S'agissant des packages, on a un site, donc pub.dartlang.org, sur lequel il y a déjà énormément de packages Flutter. Donc à peu près, je pense que maintenant on est aux alentours des 2000 packages. C'est un nombre que j'ai récupéré il y a un mois, donc à mon avis ça a dû bien évoluer. Un avantage pour nous, c'est qu'il n'y a pas de langage spécifique pour le layout, comme on peut avoir avec Android, un fichier XML. Là, tout est dans le même fichier Dart, donc ça permet un plus grand contrôle de l'interface. La documentation, je la trouve personnellement très claire. Ça, c'est par expérience. J'ai essayé de me mettre à React Native et ne venant pas du monde JS, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans, à saisir tous les concepts. Et j'ai trouvé la documentation Flutter très intéressante, avec notamment des sections pour permettre à tout le monde de se lancer. Donc Flutter pour les développeurs React Native, Flutter pour les développeurs iOS, Flutter pour les développeurs Android. Ça, c'est vraiment très intéressant. Un autre point fort de Flutter, c'est qu'il est déjà utilisé pour des projets de grande envergure. Donc Google, par exemple, l'utilise pour Google Ads et a fait entièrement Fuchsia, donc leur nouvel OS qui est censé remplacer Android d'ici quelques années. Ils l'ont fait, enfin, pas entièrement, mais en grande partie avec Flutter. Donc c'est déjà utilisé dans des projets consistants. Ce n'est pas juste une techno pour faire du prototypage. Je parlais de grands projets, donc Alibaba en Chine qui se sert de Flutter aussi pour son application principale. Quand on connaît la puissance d'Alibaba, on se dit que ce n'est pas n'importe quoi. Enfin, le fait qu'ils aient choisi Flutter pour développer leurs applications. Et enfin, dernier avantage, mais ça c'est relatif à l'architecture, il y a un pattern qui est en train d'émerger. Il a été très compliqué de trouver une architecture intéressante pour Flutter. On ne savait pas trop où aller quand on a commencé. Moi, ça fait à peu près un an que je découvre sur mon temps libre. Et au début, on avait du mal à trouver une architecture intéressante. Et le pattern qui est en train d'émerger et qui émerge de Google, c'est le block pattern, qui permet de réutiliser énormément de composants pour créer des applications Angular, avec Angular Dart. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils utilisent pour leur application Google Ads. Donc tous les composants logiques sont les mêmes entre l'application mobile, l'application web. Il n'y a que la partie interface qui change. Donc la construction d'un layout, je vous disais juste avant qu'il n'y a pas de langage spécifique pour créer une interface. Voilà donc comment ça se présente et Stéphane reviendra plus en détail dessus. Donc en fait, on a toute l'interface qui est construite avec des différents widgets. Donc on va avoir des widgets de positionnement comme la ligne. Donc la ligne qui va me permettre de créer cette ligne d'étoiles dans laquelle on va placer pas mal d'enfants, donc les icônes représentant les étoiles. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des widgets qui vont servir à structurer l'interface, il y a d'autres widgets qui vont permettre d'afficher des éléments particuliers. Ce n'est pas forcément simple à prendre en main au début. On peut vite aboutir à des widgets des arbres de widgets qui sont très consistants. Il faut apprendre à décomposer, c'est un coup à prendre. Et une fois qu'on a réussi à se mettre dedans, j'ai commencé à trouver ça plus lisible que d'avoir un fichier à part pour l'interface et un fichier à part pour le contrôleur. Et donc voilà, on aboutit à un code assez lisible. Et donc voilà pour cette partie. Le block pattern dont je vous parlais, je n'irai pas dans les détails de ce pattern-là. Je vais juste vous montrer à quoi il ressemble. Si jamais quelqu'un est intéressé pour se lancer avec Flutter après cette présentation, je le présente rapidement parce qu'on a mis du temps à le trouver. On considérait que c'était important de vous en faire une petite, pas une démonstration, mais de vous montrer à quoi il ressemble. Donc en fait, l'idée du block pattern, c'est d'avoir un block provider. Donc block, ça veut dire
enfin, c'est l'abréviation de Business Logic Component. Et donc du coup, dans ce block provider, on va fournir un widget pour la partie graphique et un composant pour la partie logique. On a ce qu'on appelle la Stream API qui permet de communiquer entre les deux. Et donc du coup, vraiment, ça nous permet de détacher la partie logique, de ne pas avoir, enfin, d'avoir des composants plus facilement testables. Donc là, ce sont des concepts qu'on retrouve avec d'autres technologies. Par exemple, sur Android, on commence à utiliser tout ce qui est live data pour avoir juste des flux de communication entre l'interface et la partie logique. On se rapproche aussi de RX. Et donc voilà, si jamais vous avez besoin d'avancer, ça s'appelle le block pattern et on commence à avoir de plus en plus de documentation autour. Il n'est pas forcément parfait pour l'instant, mais c'est la meilleure architecture à l'heure actuelle pour pouvoir créer une application Flutter consistante. Je vous parlais d'outils prêts pour créer une application. Ça comprend également la partie test. Donc, avec une grande facilité pour créer des tests unitaires, notamment. Là, je vais peut-être vous sembler à court d'exemple, parce que je n'ai pas pris le temps pour l'instant de me concentrer sur toute la partie test. Il y avait déjà une courbe d'apprentissage avant sur la partie archi. Mais voilà, ils ont tout prévu, que ce soit pour les tests unitaires. Ils ont des composants pour le test individuel de widget, donc avec un widget tester, et tout ce qui est test d'intégration avec le Flutter Driver, qui se rapproche notamment d'Espresso pour Android. Et donc du coup, ils utilisent énormément de leur côté Fastlane et Travis pour la partie intégration continue et déploiement. Et ils sont en train d'intégrer petit à petit GitLab CI pour permettre à ceux qui l'utilisent d'avoir des outils prêts de manière similaire à Travis. Voilà, donc je vais faire une petite démonstration déjà d'une application qui existe sur le Play Store. Donc c'est une application qui s'appelle Flutter Gallery, que je retrouve ici. Donc elle est directement sur mon mobile. Là, j'ai une sorte de screener qui me permet de voir ce que j'ai sur mon mobile. Et à partir de cette application, on peut voir un peu ce qu'on peut faire avec Flutter. C'est flutter.io qui l'a fait, hein, Google. Et par exemple, moi j'ai ceci. Si je clique, voilà, c'est une petite animation d'application qu'on pourrait faire pour du shop. C'est vachement fluide quand même. Alors, il y a un peu de latence du fait que c'est entre la synchronisation entre l'outil sur l'écran et mon téléphone. Et on rajoute un peu de latence avec le fait que ce soit du just-in-time pour le développement. À partir du moment que l'appli est compilée, on n'a plus du tout ces latences et on a des performances qui sont quasi égales à des applis natives. Voilà, le genre d'exemple. Elle est directement disponible sur Play Store, ce qui vous permet de voir ce qu'on peut faire avec. Des exemples, par exemple pour le design matériel, Cupertino pour les iPhones, matériel ici. Et on a tous les composants qu'on pourrait retrouver, comme par exemple les icônes. On a aussi tout ce qui est, par exemple, le système de tab. Et de la même chose pour Cupertino avec, par exemple, la navigation. Et là, on retrouve le design qu'on a sur un iPhone. Flutter met à disposition des outils pour, par exemple, avoir la réponse des performances. Par exemple, je vais l'activer ici. Il est juste en haut et ça me permet de voir à peu près à quel nombre de FPS que je fais sur mon application. Donc par rapport aux animations, ce genre de choses. Pareil, un petit truc marrant, le slow motion qui permet d'avoir le tout au ralenti. C'est des trucs en plus qu'ils mettent à disposition. On parle de FPS et un des buts principaux de Flutter, c'est d'avoir un 60 FPS constant pour les applications au minimum. Et ils disent comme quoi on peut faire jusqu'à 100 FPS, mais pour l'instant, au niveau téléphone, on n'a pas, à part un Razer Phone, je pense. Mais, donc voilà donc pour Flutter Gallery. Et donc maintenant, alors ça c'est pour après.
Ce que je vais faire, c'est un peu de live coding. Donc, on va démarrer un projet. L'installation d'un projet Flutter, c'est très simple. C'est Flutter create. Et là, on lui donne son nouveau projet. Il s'installe facilement. Ou pas. Désolé. C'est ce que j'ai mis des majuscules. Donc, voilà. Donc là, bon, après, il va télécharger les dépendances et normalement, il les a déjà téléchargées. Voilà. Et si on veut lancer l'application, c'est des new project, Flutter run. Là, je pense que le problème, c'est que ça va prendre du temps. Ce qui fait qu'on a déjà une application prête pour montrer ce que ça donne. Celui-ci, je vais l'arrêter. Ici. Donc, directement intégré à Visual Studio Code. F5. Je choisis que mon projet est en Dart, Flutter. Et il est parti pour initialiser le projet et il va me le balancer directement sur mon téléphone. Ce qui est intéressant vraiment, c'est que on a un hot reload qui est en place. Résultat, si je modifie par exemple la couleur de mon thème, ici je suis en couleur blue, je le passe en red, je sauvegarde, c'est synchronisé et automatiquement mis sur mon téléphone. Et comme on peut le voir, il n'y a pas de changement de mon état, c'est directement le composant de couleur qui a été modifié et uniquement celui-ci. Alors, ce que je vais réaliser en live coding, ça va être une sorte de petite application qui va aller consulter une API et qui va récupérer un composant de l'API. Donc, ce que j'ai fait là, à la différence de ce que j'avais avant, c'est que le contenu que j'avais, donc celui-ci, je l'ai déplacé dans une autre page pour séparer un peu mon main de ce que je vais avoir d'affiché. Donc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Changeons le titre, par exemple. Je sauvegarde. Automatiquement synchronisé. Hein. Ça va changer le titre sans modifier, sans relancer l'application. Je change la couleur. Donc je suis les to-do que j'ai créés. Hein. Passe en rouge. C'est le même exemple que tout à l'heure. Voilà. Je suis passé en rouge. Dans ma page Home, on a ici l'exemple plus le bouton de floating. Ce que je vais utiliser, c'est plutôt faire une liste d'éléments. Et pour ça, je vais directement aller voir la documentation. Comme vous avez expliqué avec David, c'est que la documentation, elle est vraiment bien et elle est directement fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on a des exemples à l'intérieur qui nous permettent de dupliquer le code. Par exemple, celui-ci. Un objet ListView qui a des enfants de type ListTitle, avec un icône en affichage, un texte, et c'est tout. Donc je le récupère. Donc ça, c'est l'exemple rapide, et en dessous, on a un exemple un peu plus complet qui va directement lancer ceci. Moi, je vais juste changer mon enfant. C'est-à-dire que ici, je vais remplacer la colonne où j'ai ce contenu-là par ma list view. Voilà. Donc, automatiquement, j'ai ma liste qui s'affiche et l'exemple tel quel. Alors, on va passer à la suite. Ce que je vais faire, c'est créer un drawer. Tout simplement, donc, le menu qu'on retrouve sur la gauche sur Android. Donc pour ça, pareil, je vais suivre encore l'exemple qui est fourni. Comment ajouter un drawer dans son application. Et
l'exemple que je vais reprendre, ça va être celui-ci. Ou plus exactement, directement, si je me rappelle bien, c'est celui-ci. Je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, là il est sans état. On a un autre widget, Stateful Widget, qui permet de gérer avec état. Donc, juste récupérer, importer ma librairie matérielle. Voilà. Donc, mon listing que j'avais fait tout à l'heure, je l'ai déplacé dans une autre page. Mon main, actuellement, il pointe sur le listing. Donc, si je réactualise, voilà, c'est toujours le même. Et ma home page, j'ai mis donc un nouveau contenu avec, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est le drawer. Je vais juste changer ici ma listing page par my home page, changer mon page home par celui-ci. Automatiquement, c'est reload de l'autre côté. Et ici, j'ai mon drawer. Donc l'exemple, il est là. Donc, on a le build de la page avec le titre de l'application, le contenu qu'on peut retrouver ici. Le drawer en entier se retrouve donc configuré ici avec une liste view, item 1, item 2. Dans la liste view, on va mettre un drawer header, c'est l'entête qu'on a ici, donc en bleu, avec sa couleur blue. Pareil, si je change de couleur, automatiquement il passe en blue. Je n'ai même pas besoin de ouvrir ou fermer le drawer. On a les textes qui sont là. À page 2 par exemple. Automatiquement reloadé. Donc, Je tiens à préciser rapidement parce que présenté comme ça, ce n'était pas forcément, clair. On a un composant à la racine qui s'appelle scaffold et composant scaffold, en fait, c'est la racine de toutes les applications material design. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment très, très utile pour le coup. On répond à toutes les guidelines matérielles. Donc c'est pour ça qu'il y a des attributs dedans qui vont être nommés drawer, body, app bar. C'est vraiment pour faciliter la construction d'une application qui répond à ces guidelines. Et il y a l'équivalent côté Cupertino pour des applis iOS. merci. Donc ça c'est ma home. Que je ne trompe pas. Donc la suite c'était 4 screens. Oui, c'est my home page, oui. La my home page, elle est derrière le drawer. Oui. D'accord. Et en fait, c'est juste dans Dart, dans Home Dart, donc dans la my home page, qu'on a rajouté le drawer, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, actuellement, oui, on a donc le drawer uniquement précisé sur la page de home page. Ce qui fait que si on fait via la navigation, on va sur une autre page, on pourrait avoir un drawer différent. Par la suite, je vais déplacer le drawer directement en tant que widget, ce qui me permet de le charger en juste une ligne. Je l'importe, je le place sur mon élément drawer. Et où est relié l'événement quand tu cliques dessus? En fait, on voit qu'il y a le drawer qui s'affiche. L'événement, quand tu cliques dessus, il est relié ici. L'événement qui va déclencher ceci, alors c'est directement mis dans le composant drawer. Comme il l'a expliqué, David, le scaffold, donc matériel, va placer le drawer qui lui est précisé ici. Là-dessus, avec ce composant, on n'a pas de contrôle. Ce sont des composants qui sont tout prêts pour faciliter la création d'une application. Et donc du coup, le drawer, il fournit juste et il détecte de son côté les clics sur le bouton.
On pourrait le faire nous-mêmes, mais comme il y a des composants qui sont prêts, ça ne sert à rien de réinventer la roue pour ça. Sachant que chaque composant, on peut les surcharger, rajouter, prendre une base et lui rajouter des fonctionnalités, changer les icônes, ce genre de choses, et avoir son propre hamburger ici, par exemple. Donc, par exemple, la suite, ça va être d'aller sur une autre page, puisque le drawer, l'objectif, c'est justement d'afficher une autre page, donc par exemple une page que je vais créer. Donc, moi, dans la conception que je fais avec Flutter, j'essaye de différencier ce qui est une page d'un screener, d'un screen plutôt, excusez-moi, où le screen n'a pas de contrôle sur le drawer, et on permet juste de revenir sur la page principale. Juste, je vais créer mon dossier screen, et à l'intérieur, file, créer. Une première page. Donc, le contenu de cette page-là, je vais faire quelque chose de rapide. Hein, c'est l'objectif. Donc, je vais récupérer une page depuis le cookbook sur la navigation. Donc, comment naviguer sur un nouveau screen. Voilà. First screen. Donc là, c'est juste un écran. De même qu'il faut que je réimporte tout le temps la librairie Flutter Material. Donc là, j'ai créé un nouvel écran. Pour l'objectif de Drawer, c'est de créer des éléments sur lesquels on puisse naviguer. Donc on va utiliser navigation et je vais lui dire lorsque je clique, donc untape, sur ce list title, par exemple, page 2, c'est qu'il aille justement sur le screen que je viens de créer. Donc card screen ici. On va juste le renommer. Je vais avoir besoin de l'importer. Je reviens en arrière, je vais dans le screen, card screen, voilà. Et donc pour l'appeler, c'est là où j'ai besoin de retourner sur la documentation. Voilà, Material push. On trouve, c'est mon chiffre. Voilà. Et là, je lui dis cards screen. Je sauvegarde, je remets mon écran. Et normalement, s'il n'y a pas d'erreur, quand je vais cliquer sur page 2, voilà, j'ai affiché mon autre page, celle qui est configurée dans cet élément-là. Pareil, on peut le renommer. Voilà. C'est vraiment très rapide de créer des nouveaux éléments. La documentation, vous voyez, je fais juste des copier-coller d'exemples. Ça me permet d'avoir juste l'essentiel. Pareil, là, je reprends le scaffold donc, de matériel avec son titre, avec le fait que ça soit centré au milieu. Le bouton Raise Button, ça va être un bouton pour justement afficher, pour l'afficher ici. Et voilà. Alors, je vais reprendre. Ouais, le truc, c'est que. Hop. Tac. Step 2, fixe. Voilà, donc ça c'était l'exemple que je m'étais donné en résultat de mes to-do.
item 1, j'obtenais my page. Et listing, je suis retourné sur ma page de listing que j'avais créée. Donc ici, je retrouve mes deux pages, home et listing. Catherine, je crois qu'il n'est pas utilisé à ce moment-là. Alors, dans la suite, voilà, ce que je vais ajouter, c'est justement une navigation. Donc, au lieu d'avoir directement la page sur laquelle le drawer va aller, celle qu'on a par exemple ici, donc navigateur push la matérielle page route et je lui donne la page sur laquelle il doit aller. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un système de route avec des URL directement. Donc, pour ça, je vais aller voir comment on fait une navigation avec des routes nommées. Pareil, la documentation aide énormément. Donc, la navigation avec les routes nommées. Très simple. Il suffit de rajouter ceci dans le composant Material App. Donc, le composant initial qu'on retrouve dans le main. Donc, la route initiale sur laquelle il doit se charger, ainsi que les différentes routes qu'on peut retrouver et les screens sur lesquels on va aller. Donc, je récupère ceci. Je retourne dans mon main. Je retrouve mon composant Material App. Et ici, j'ajoute. Je vais juste trouver mon composant de navigation. Alors, il faut juste que je lui donne les bons éléments. Donc, je veux qu'il aille sur ma home page quand je suis sur voilà, my home page. Et ici, listing. J'ai oublié de l'importer. Screen. C'est pas un screen, c'est une page. Listing. Et comment je l'ai nommé? Listing, c'est my listing page. Excusez-moi. Voilà. Alors l'avantage ici, c'est que lorsque vous avez des erreurs, elles s'affichent directement dans votre téléphone et ça permet de débugger beaucoup plus rapidement. Alors ici, ce qui me pose problème, c'est tout simplement que mes home page et listing page doivent récupérer un titre pour s'initialiser et moi je ne leur ai rien donné, les deux. Title. On revient et là je vais leur donner un titre. Donc ça, c'est my homepage. Entre côtes, c'est plus simple. Et pareil pour le second. Je sauvegarde. Il relance. On va peut-être forcer le reload. Je relance l'application. Ouais, sauf que là, il ne tape pas. C'est pas la bonne. C'est là. Bon, on va le relancer avec F5. Donc, comme on peut voir en Dart, ici, on est avec un système de paramètres nommés. Donc, directement, si on a des éléments, c'est title, deux points, et on lui précise son contenu. C'est ce qui est défini dans sa description ici. Je reçois un title. Alors, j'ai toujours l'erreur. Alors. Initial route, my home page. Et surtout que
le slash est là. C'est possible. Ouais, voilà. Merci. Merci. Donc là, le listing ici, c'est pas celui-ci qui est actif puisque dans ma home page, lors du drawer, je suis toujours avec mon listing qui est chargé là. Donc ici, pareil, il va falloir que je change et que je push via un nom directement. Alors, il y a push name, et là, on lui donne le nom de sa route. J'ai peut-être une parenthèse en trop. Voilà. Pareil pour celui du dessus. Et celui-ci, on va lui dire d'aller sur card screen. Main ici, my home page. Ouais, c'est pour ça qu'il me. Je ne devais pas mettre my home page ici, je devais mettre card screen. Import. Screen. Card screen. Un petit détail qui ne vous aura pas échappé, après chaque accolade, il rajoute le widget sur lequel on travaille. Ça permet de se retrouver un petit peu plus facilement dans l'arbre de widgets. Donc, parfaitement conscience que ça peut vite devenir imbuvable si c'est mal géré. Donc ils rajoutent ce petit détail pour qu'on puisse voir exactement où on en est avec les widgets. Voilà. Normalement là, c'est toujours ma listing. Oui, je n'ai pas changé ici. Voilà. Non, j'ai pas laissé le temps de reload. Donc listing, ça c'est bon. Et ici, card screen. Page, card screen. Ok. Voilà. Donc là, on a la home page. Alors comme vous voyez, on n'a plus du tout de app bar, tout simplement parce que dans la card screen, j'ai pas précisé la app bar. Donc je l'ai plus du tout. Et le problème, c'est que si j'ai plus de app bar, j'ai plus le drawer. Et je peux plus revenir en arrière sauf par un clic droit. Listing. La suite. Donc, comme je disais, le drawer, on a plutôt tendance à pouvoir l'utiliser dans différentes pages ou screens. Donc l'objectif de le déplacer, on peut le déplacer directement dans un widget. Donc pour ça, on crée un dossier widget, on prend son code, on le déplace et ensuite on l'importe et on peut directement l'utiliser. Donc ça, je vous montrerai sur le résultat directement. L'autre truc que je veux vous montrer, c'est le principe d'asset. Dans Flutter, on peut lui indiquer qu'il y a des images qui sont à charger directement depuis l'application ou directement depuis le network. Lorsqu'on veut ajouter des images directement depuis l'application, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, regardez la doc. Et il vous indique que lorsqu'on veut spécifier des assets, il faut les ajouter dans le YAML qui est fourni, dans Flutter, Assets. Et là, on retrouve, donc ça peut être pour les icônes, pour le background, ce genre de choses. Et ensuite, pour le charger, c'est tout simplement, je vous retrouve à cette image, et on lui donne le lien de l'élément à charger. Lorsqu'on veut charger une image depuis le network, on utilisera un autre widget qui s'appelle image.network et sur lequel il mettra un certain temps avant de l'afficher. Pour vous montrer le résultat, je ne me trompe pas, on va revenir en arrière sur ce que j'ai fait. Donc là, j'ai mon dossier image, j'ai mon image à l'intérieur. Dans le pubsec, on a l'image qui est ajoutée dans les assets.
Alors, par contre, lorsqu'on ajoute des images, il faut complètement relancer la compilation de l'application. Ça y est. Donc là, image.asset, le lien vers l'image. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure d'API. C'est tout simplement que je vais faire en sorte que mon application aille consulter une API via le web. Et l'API que j'ai trouvée, c'est Magic, le jeu de cartes. Et c'est pour ça que l'image va se retrouver être Magic. Voilà, donc l'image est directement là. J'ai mis qu'elle a été centrée, résultat, elle est centrée. Si je voulais qu'elle soit pas centrée, je mettais un conteneur tout simple. Elle aurait été en haut. On retrouve ici la carte screen, toujours, et le listing qui est ici. Ah, il a perdu le fil. Laissez-moi tout. Voilà. Ah, ils sont là. Donc, dans la suite, c'est la dernière étape, c'est justement la connexion avec une API. Et vous allez voir, c'est vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple que certains autres langages. Donc, première chose, j'ai créé un modèle qui représente ce que je vais récupérer depuis mon API. Donc, name, anacost, type, rareté, artiste, etc. J'en fais sa conversion d'un JSON vers son objet, que j'ai appelé Magic Card. Le card screen, c'est toujours le même. Le drawer, comme je l'ai dit, je l'ai déplacé. Donc j'ai tout simplement créé une classe qui s'appelle MyDrawer, dans laquelle j'ai stocké mon drawer avec le routing. Et là, ce que je vais coder, c'est le HTTP Dart. Alors, pour utiliser la connexion vers une API, il faut utiliser l'objet HTTP. Celui-ci, par défaut, n'est pas présent dans Dart. Il faut le rajouter. C'est une extension à rajouter. Donc pour ça, on va aller directement dans le pub et on va ajouter une dépendance. Alors pour trouver la dépendance, on vous avait donné un... Là, on est directement sur le site, donc c'est pubdartlang.org. Et la recherche, c'est extrêmement simple. Je cherche HTTP, on a une liste. Le composant, il est ici. Une explication, comme pour les packages JSON, NPM. Aussi. Un petit exemple de comment l'utiliser. Et donc, pour l'ajouter, je vais l'ajouter à mes dépendances. Et quand je vais l'ajouter à mes dépendances, automatiquement, Visual Studio Code va deviner qu'il faut faire une mise à jour des packages. Donc, par contre, juste que je ne me trompe pas, c'est une dépendance, voilà, installer, voilà, HTTP, c'est 0.12.0. Donc ici, là, il a détecté comme quoi il y avait un nouveau package. Il l'installe. Il a normalement reload aussi mon application. Et maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Donc j'ai créé un fichier http.dart où à l'intérieur, je vais coder la connexion justement à cette API. Donc pour le connecter, toujours suivre l'exemple. Donc, par contre, je crois que je me suis perdu. CTS, Persistence Networking. Fetch data from the Internet. Comme il disait, on ajoute le package.
directement là, on a un exemple rapide qui nous permet de consulter, faire un fetch sur JSON placeholder pour récupérer donc, un post. Ici, il me met un exemple. Ce que j'ai créé, c'est le modèle exactement pareil, où on a l'entité en elle-même post. Et ensuite, ici, on a la requête qui se fait en asynchrone et sur laquelle on va consulter le statut code, voir si c'est bien égal à 200. Si c'est bien égal à 200, on va créer ce composant-là et on va pouvoir directement l'utiliser. Donc, je vais récupérer le code qui est là-dedans. Donc, j'ai déjà mon modèle qui est déjà créé. Récupérer ceci, ou plus exactement, on va faire plus rapide. J'ai l'exemple complet qui est là. Donc, j'aurai besoin de ça. J'aurai besoin, ouais, c'est ça, de Dart async et Dart convert. Le future post. Donc moi, ce ne sera pas un post, c'est une card. J'importe mon modèle. Alors je crois que oui, c'est models. Magic cards. Alors je crois que je l'ai nommé Magic card. L'URL, donc là par contre, il faut que j'aille sur l'API de Magic. Ad hoc. L'URL, c'est celle-ci. Voilà. Après j'ai un trou de mémoire. Magic card, from JSON. Alors le truc c'est que, si je me rappelle bien, lui, il renvoie des cards. Voilà, on voit beaucoup quand même. Slash 1 pour récupérer juste la première. Il récupère un JSON avec en en-tête card. C'est celui-ci que je vais convertir. Et ensuite, pour l'utiliser, donc ça va être fetch magic card. Et donc dans card screen, je vais l'afficher. Je continue à suivre l'exemple que j'ai ici. Donc il va utiliser un future builder. Donc c'est un widget qui va prendre un modèle en paramètres et il va attendre justement de réceptionner quelque chose de ce modèle. Donc c'est ce qu'ils appellent le snapshot. S'il y a des données, il va afficher le title par exemple. Sinon il y a une erreur. Et on retrouve aussi le circle. Alors, On a plusieurs builders de ce type-là qui permettent de modifier l'interface très, très rapidement. Tout à l'heure, quand je vous parlais de l'architecture bloc, avec l'API Stream, on a par exemple un Stream Builder. Dès qu'on récupère de l'information, on va pouvoir, on va pouvoir modifier l'interface en fonction de ce qu'on a récupéré. Et là, il va vous montrer avec une feature ce que ça donne exactement. Quand on a une erreur, on va pouvoir afficher telle interface. Quand on est en attente, on va pouvoir afficher un spinner. Et quand on récupère une réponse, on va pouvoir afficher l'élément qui nous intéresse. Alors, future post, donc ça c'est la méthode qu'il a créée, c'est l'élément qu'il a créé ici. Pareil. Donc là, comme on est sur un stateful widget, donc c'est widget avec état, mais je ne vais pas l'utiliser. Dans cet exemple-là, j'aurais pu utiliser directement un état sans état. Voilà.
pas initialisé. C'est là où je... Name, je fais ça déjà. Parce que je l'ai déclaré en finale, c'est pour ça qu'il me disait qu'elle n'était pas initialisée. Voilà. Donc ça c'est ma page card screen. Et on retrouve le loader. Et normalement, si j'ai de la connexion, sauf que j'ai obligé de mettre un. Et je suis parti dans une boucle. Donc, comme vous pouvez voir, la documentation, je l'ai bien montré, elle est rapide d'accès. On retrouve les exemples directs, on peut directement les utiliser et ça permet d'avoir un résultat assez rapide de ce qu'on souhaite faire. Donc là, normalement, il fait la requête, il me récupère, il devrait me l'afficher. Hein? Alors, il y a, via Visual Studio Code, on peut mettre tout simplement un debugger. Donc, par exemple, ce serait intéressant de voir si j'ai ma réponse. On le reload. Donc, j'ai placé un point d'arrêt. Et on retrouvera donc les variables. On peut watch tous les composants. Ce qui fait que là, j'ai pas de réponse. Ah oui. Alors, je crois que c'est sur le même. Sauf que là... J'ai fait une erreur dans mon code. Je vais récupérer directement le résultat. J'ai oublié d'appeler la méthode. J'ai oublié d'initialiser la méthode. Ouais, le stress, je suis désolé. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai pas... Il est où le fetch? Ah, attends. Future post ici et le fetch. Ah, je suis désolé, hein, je suis un... Avec Angular Dart. Ouais, c'est ça, j'ai oublié d'initialiser mon Très état. rapidement. Donc, voilà. Donc là, il le fait directement parce que lui, il est en stateless widget, donc il le met Je vois ce que tu veux dire. dans le run. Parce que moi, je Il suis le faut pas, évoluer dans ce je sens-là, suis donc directement ils utilisent beaucoup Angular Dart pour les applications en web. stateful. Donc le voici. Il y a certains chemins Et donc qui c'est ne bien ça. fonctionnent pas. J'ai juste oublié de lancer ma méthode. Fetch. Alors, je l'ai appelé comment? HTTP, Magic Card, bien évidemment. Et à l'intérieur, c'est Magic Card, oui. Alors, il ne va pas le retrouver. Est-ce que j'ai pas chargé non plus ma librairie HTTP? Import. HTTP. Non, c'est... Est-ce que je dois revenir en arrière?
Start. Voilà, Fetch Magic Card. Là, ça devrait... On va directement aller sur le résultat. Alors. Voilà. On va arrêter. Alors, je ne sais pas du tout ce que j'avais oublié. J'ai quand même le résultat ici. Donc, c'est la même chose. J'ai juste fait ça plus proprement. Donc, l'appel de l'API, un get by URL pass, auquel je lui passe, je fais appel à une méthode getCard, dans laquelle je lui passe un identifiant. Il va le combiner à l'URL et sur une requête 200, il va me récupérer son élément. Ça, c'est appelé dans mon card screen. On retrouve l'initialisation d'état avec une méthode randomize qui va aller faire un random sur de 1 à 500 pour récupérer une carte aléatoirement à chaque fois qu'on appelle ce screen. Voilà. Ça, tout à l'heure, ça fonctionnait. Ah voilà. C'est fait. Donc voilà, ça c'était c'est du live coding qu'on voulait faire pour vous montrer réellement qu'il est simple avec Flutter d'accéder à des éléments comme par exemple requêter une API, faire un menu, faire une route, mettre des images, ce genre de choses. Donc voilà pour le live coding. Merci Stéphane. Je constate qu'on a un peu dépassé niveau durée. Faut aller, ouais. On en est désolé, c'est notre première présentation, donc on ne maîtrise pas encore tout. Le mot de la fin, il y a énormément d'applications qui sont faites avec Flutter, plus que ce qu'on pensait, et la plupart sont référencées sur itsallwidgets.com. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil à tout ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est une bonne base de départ. Il y a pas mal de cours sur Udacity pour progresser, même si la documentation se suffit elle-même. Si vous avez des questions, je pense qu'on va les faire passer à la fin pour ne pas retarder Olivier. On va le laisser présenter son sujet. En tout cas, notez vos questions, on y répondra avec plaisir dès que ce sera terminé. Merci à tous. Oui, Olivier Freund, je suis architecte logiciel dans le groupe April, qui est un groupe d'assurance. Je travaille au sein d'une filiale du groupe qui s'appelle April Technologies, qui est en quelque sorte la SS2I du groupe. C'est un fournisseur privilégié en IT de toutes les filiales du groupe April, qui est un groupe mondial, mais pas forcément le fournisseur attitré. On est régulièrement mis en concurrence avec le marché extérieur. Mais on est en charge quand même d'un certain nombre de SI chez April. Moi, je travaillais au sein d'une équipe d'études et développement, qui est une équipe d'à peu près 40 personnes, en collaboration aussi avec des équipes d'exploitation. Et on assure le delivery d'un grand logiciel qui a été développé en partant de zéro. C'est un logiciel d'assurance qui permet de faire d'une part de la gestion d'assurance, de contrats d'assurance, gestion de vente, et aussi de la gestion de sinistres qui s'y rapportent. Le Meetup, pour cette présentation de Meetup, je voulais vous parler d'un outil DevOps, Puppet. Alors, DevOps, je trouve que le mot est bien trouvé, puisque c'est un outil plutôt d'exploitant à la base, et moi qui suis architecte logiciel, je suis là pour vous le présenter. C'est un bon parallèle, parce que pour le coup, nous, on trouve ça très pratique à utiliser pour de la configuration de serveurs. Donc, ma présentation, elle va s'appuyer sur trois parties. J'ai un peu le contexte et les enjeux du projet sur lequel je travaille, pour un peu introduire l'utilité qu'on a de cette technologie, le fonctionnement de l'outil, et enfin quelques petits tips de conception, parce que nous, ça fait 4 ans qu'on utilise cet outil-là, et que depuis, on a une certaine expérience de configuration.
Donc, Web Service, c'est quoi? C'est un projet qui fait à peu près aujourd'hui 18 000 jours de développement. Ça a 8 ans. C'est passé par plusieurs phases. Une première phase de développement en interne avec une petite équipe. C'est un logiciel composé de plusieurs applications, différents types, des front-end plutôt PHP, du back-end J2E, mais plusieurs back-end qui s'appuient l'un sur l'autre avec du web service. Tout ça a été maintenu par des développeurs qui se connectaient en SSH sur des environnements, différents serveurs, déployaient leurs applications, ça se faisait à la main. C'était des fois assez complexe. Mais bon, ça a tenu 1 ou 2 ans avant de devoir passer un peu à la vitesse supérieure sur la demande de nos clients, où on est passé en sous-traitance en usine de développement. On devait développer un grand nombre de fonctionnalités en cycle en V. L'idée, c'était de construire un projet from scratch et de développer l'ensemble des fonctionnalités en un délai réduit. Donc pour ça, on a fait appel à de la sous-traitance en usine de dev, une équipe d'à peu près 30 à 60 développeurs, capacité variable. Il fallait leur fournir des environnements sur lesquels tester leurs applis, avec une contrainte forte, puisque les environnements devaient fonctionner, sinon on était facturé, c'était un projet au forfait, donc on pouvait être facturé de temps de pénalité ou de retard si un environnement n'était pas disponible. Une trentaine d'environnements, donc des ressources contraintes, parce que chez nous, côté April, on était à peu près une vingtaine, et on n'avait que 2 exploitants. Donc pour gérer 30 environnements à plusieurs serveurs, c'était assez peu. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis à peu près 2 ans et demi, on est repassé, le logiciel est sorti et est passé un peu en rythme de croisière, en version run. Donc on est passé en développement agile, avec plusieurs équipes de développement, plusieurs versions en parallèle, toujours plusieurs environnements, des contraintes fortes mais qui ont un peu changé. On n'est plus sur si l'environnement ne marche pas, ben, on a des pénalités de notre fournisseur. C'est plutôt si l'environnement ne marche pas, ben, le sprint il est assez court, donc il faut qu'on puisse tester assez rapidement nos features, sinon elles vont être décalées au sprint suivant. Des ressources toujours contraintes, on est une équipe de 40, 20 développeurs, un archi et un exploitant, globalement, pour une quinzaine d'environnements de recettes. On est sur Lyon et aussi on a une équipe de clients qui font de la recette à Rennes. Donc pour maintenir un peu tout ça, parce que c'est des contraintes et c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cette présentation au sein d'un meet-up, parce que ça c'est des contraintes moi j'ai rencontrées au cours de plusieurs projets, où on n'a pas forcément, tout le monde a un peu sa solution maison ou autre, et souvent c'est motif d'un peu de friction entre des équipes de dev, des équipes d'opérationnels, d'exploitants. Donc nous on a fait le choix de s'outiller, de s'industrialiser vraiment sur le maintien des environnements pour pouvoir déployer plus vite et sortir plus de features. On a fait un peu de prospection et on a vu un outil qui s'appelait Puppet, qui est un outil en fait de configuration de serveur. C'est un outil plutôt orienté Linux, c'est-à-dire ça va permettre de configurer plutôt des serveurs Unix, Linux, un peu tous les systèmes d'exploitation qui tournent autour de cet OS. C'est un système qui permet de faire de la configuration découpée en différents modules. Chaque module, c'est une ou plusieurs classes qui installent un certain nombre de composants sur chaque serveur qu'on utilise. Le langage qui est utilisé, c'est du Ruby, un Ruby un peu propriétaire, c'est-à-dire qu'il y a un peu comme Dart qui a sorti un peu son langage, comme on a vu avant, Puppet a sorti son langage qui permet de faire de la configuration serveur, mais c'est un langage qui est assez facile à prendre en main, même pour un dev. Hein. Moi, je viens plutôt du développement. J'aime pas trop le bash, j'aimais pas trop manipuler plusieurs serveurs, me connecter en SSH. Avec cet outil, c'est quand même bien pratique de pouvoir faire du déploiement sur plusieurs serveurs.
C'est un outil qui aujourd'hui est assez utilisé sur le marché, hein. C'est en concurrence avec des outils comme, je ne sais pas si vous connaissez Ansible, Chef et Salt. Ben, Puppet, c'est un outil un peu du même style. Il y a une librairie assez fournie, maintenue par une communauté open source. J'oubliais, mais Web Service, c'est un projet très orienté open source, hein. Nous, on utilise du J2E, du PHP. On est sur des technos qui sont plutôt non propriétaires. Et du coup, cet outil alimenté par la communauté open source, ça correspondait aussi un peu à la sensibilité qu'on a pour ce type de technologie. Donc, je disais, il y a une librairie assez fournie de composants déjà configurés. Typiquement, vous allez pouvoir installer avec du Puppet clé en main sur un serveur, du SNMP, un serveur de temps qui est bien utile, NTP, des partages NFS pour communiquer avec d'autres serveurs, de la configuration d'un proxy entreprise, un système, manipuler le système de packaging du serveur pour installer différents paquets, installer des composants middleware clé en main, de l'Apache, du vhost Apache, tout un tas de fonctionnalités Apache pré en charge et paramétrables clé en main, des JBoss, du MySQL, de l'Elasticsearch et j'en passe. Il y a une librairie assez fournie et c'est intéressant parce que on conçoit assez vite une configuration de serveur qui se rapproche de très près à ce qu'on utilise sur son projet. C'est inclus aujourd'hui dans la suite Red Hat Satellite, qui permet de faire une gestion centralisée de parc de serveurs Linux. Aujourd'hui, ben, il y a des parcs de serveurs Windows, ça c'est assez répandu dans les entreprises. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont un parc de serveurs Linux. Et c'est encore quelque chose où c'est difficile de trouver de la compétence sur le marché. Et Red Hat, c'est un des rares qui a sorti une suite d'un ensemble d'outils permettant de faire ça assez clé en main. Et c'est intéressant dans un cadre d'entreprise où on a des problématiques de sécurité, des problématiques de performance, de mise à disposition d'un grand nombre de serveurs. Tout ça, si on doit coder à peu près toutes les mécaniques, tous les outils qui permettent de le mettre à disposition, c'est un peu compliqué. Pour présenter, je vous parlais avant d'un langage Ruby propriétaire. Alors, c'est un petit peu flou, je suis désolé du format, mais en gros, ça c'est une classe qui est implémentée dans Puppet et qui va installer sur un serveur un Elasticsearch. Elasticsearch, il y a un composant tout fourni qu'on peut trouver sur le web, fourni dans la Puppet Forge, qui est la bibliothèque de composants officiels Puppet. Et comment le rajouter et le paramétrer dans une classe Puppet? C'est assez simple. Vous créez votre propre classe. Vous avez des paramètres d'entrée en amont, c'est-à-dire c'est tout ce qui est séparé par une parenthèse. Paramètres d'entrée qui vont pouvoir être manipulables à travers un outil de surcharge et du coup être paramétrables par serveur, par groupe de serveurs, voire par environnement. On a des possibilités, je vous en parlerai après, de paramétrer ça de façon assez fine. On appelle une classe déjà prédéfinie qui va faire l'action d'installer le composant sur le serveur. Et vous voyez, globalement, les attributs de cette classe sont assez facilement configurables. C'est assez intuitif comme prise en main. Et vous pouvez installer, en n'étant pas forcément exploitant, sur un serveur, un Elasticsearch, des partages NFS, enfin, tout un set d'outils nécessaires qui vont pouvoir vous faire réaliser un projet un petit peu complexe sans forcément avoir un exploitant dans l'équipe, parce que on n'a pas forcément le budget de base. C'est une technologie DevOps, comme je disais. Pourquoi ?
Alors, pour rappeler un petit peu la mouvance d'où ça vient, hein, ça vient du fait que les équipes de développement, les équipes d'exploitants, ils ont des objectifs assez différents. Souvent, les équipes de développement, leur objectif, c'est surtout en agile, c'est de sortir un maximum de fonctionnalités et de les faire tester rapidement et de les déployer en production. L'exploitant, lui, son objectif, c'est de maintenir le plus stable possible les plateformes dont il a la charge, notamment les environnements de production. Donc il est plutôt réticent de base à faire des multiples installations, des multiples opérations. Donc comment on fait un peu converger ces deux choses? Typiquement, sur un outil comme Puppet, on associe des classes d'installation de composants sur des serveurs. On applique cette configuration sur un serveur qui va installer l'ensemble. Et c'est idempotent. C'est idempotent si j'applique 2 fois les différentes classes, la configuration de mon serveur, je vais avoir le même résultat à la fin. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à l'exploitant, qui lui cherche de la stabilité. Donc quelque chose qui est idempotent, ça correspond pas mal à ce qu'il recherche. Ça plaît beaucoup aux devs parce que ça fait de l'installation clé en main de composants dont il a besoin. On n'est pas obligé de faire 2 semaines d'études avant d'installer, par exemple, un serveur NFS ou différentes choses. La configuration est assez paramétrable. Ça, pareil, ça plaît plutôt au développeur qui va avoir différentes évolutions à faire. Et il n'est pas forcément obligé de passer par un cycle de delivery, de validation pour l'installer sur ses serveurs de développement de recettes. Le fait que ce soit configurable et plutôt idempotent, ça lui fournit une façon de faire évoluer assez rapidement son infrastructure de développement de recettes sans faire appel à un exploitant tout le temps. Différents niveaux de paramétrage, donc je vous ai dit, il y a des outils de paramétrage qui s'appuient sur Puppet en fait, et qui permettent de manipuler les fameux paramètres d'entrée que je vous ai montré avant dans une classe. Typiquement, on s'en sert pour expliquer sur un serveur où on va ranger tel composant. Typiquement, le répertoire de data d'un Elasticsearch, on va le mettre à tel endroit. Il y a différents paramètres sur lesquels jouer. Tout ça peut se paramétrer au niveau d'un serveur, au niveau d'un groupe de serveurs, et même on peut créer des groupes de configuration, c'est-à-dire des groupes de classes, pour symboliser par exemple le fait que sur un serveur, je vais installer toutes les classes permettant d'exécuter l'application par exemple web service. J'ai besoin pour ça, comme j'ai dit, d'un serveur JBoss, d'un serveur Apache, de front-end, de trucs. Tout ça, c'est un ensemble de classes qui installe tout. Je peux les regrouper en un ou plusieurs groupes de configuration et appliquer d'un coup sur un serveur l'ensemble de l'installation. Enfin, un des trucs qui plaît aussi à l'exploitant, un exploitant, il n'aime pas trop qu'un environnement de dev ou de recette, il aille taper un environnement de production. Par exemple, on s'est loupé dans des paramètres de configuration en faisant, par exemple, une copie d'un paramétrage qu'on est allé prendre en prod pour le ramener sur un environnement de dev. On s'est loupé, on a oublié un paramètre, et manque de bol, notre appli, elle a appelé un composant d'un web service qui est de prod. Ça a fait une modif. Là, on doit aller s'expliquer en général avec notre équipe d'exploitation, s'excuser platement. Là, l'avantage, c'est qu'avec un système comme Puppet, vous allez pouvoir configurer c'est plutôt conseillé et une bonne pratique d'aller configurer tous les échanges au sein de l'environnement dans ce gestionnaire de configuration. C'est-à-dire que tout échange entre un ou plusieurs serveurs va être paramétré en termes d'adresse dans ces classes et appliqué systématiquement sur les environnements. Ce qui fait que quand tous les échanges, ça réduit vraiment la probabilité, le risque que tout ça soit qu'un serveur puisse, d'un environnement par exemple de développement, puisse communiquer avec l'environnement de prod. Parce que tout l'écosystème de l'environnement de développement, par exemple le premier environnement de développement qu'on a, s'il est composé de 3 serveurs,
bah, dans la configuration Puppet, j'aurais inscrit tous les échanges entre mon serveur, mon premier serveur de l'environnement, mon deuxième, mon troisième, mon front par exemple, et mon back-end, typiquement. C'est conseillé et Puppet, c'est plutôt pratique pour mettre en place ce type de système qui donne une garantie à l'exploitant que même si on va développer et créer des features, bah, on va limiter le risque de casser un environnement, de faire communiquer un environnement avec un autre. Quelques petits tips de conception qu'on a eu avec ça. Alors, moi, quand je suis arrivé chez April, c'était il y a 5 ans, je ne connaissais pas ça. J'ai maintenu un logiciel d'à peu près 10 serveurs à la main. On m'a montré ça, je me suis dit, c'est super, c'est exactement ce que je cherchais, c'est-à-dire le truc un peu clé en main où j'ai un hyperviseur vSphere, j'ai des serveurs, et en fait j'ai besoin par exemple de clusteriser ma plateforme, c'est-à-dire qu'à la place d'avoir un back-end et un front-end, je vais avoir 2 back-ends, voire 3, 2 front-end en cluster en machin. J'ai besoin de configurer un serveur. Avant, je mettais 10 jours. Avec ça, clé en main, je crée une nouvelle machine dans l'hyperviseur. Je lui associe le set de classe Puppet que je veux lui associer. Je déclenche une commande sur le serveur qui est l'application de la configuration Puppet. Et on va dire 10 minutes plus tard, je reviens, mon serveur il est prêt, je peux faire start et mon application elle fonctionne. C'est vraiment la puissance d'un outil comme ça, c'est de pouvoir provisionner rapidement un ou plusieurs serveurs permettant d'exécuter l'application dont on a besoin. Pour ça, il y a quand même un certain nombre de types de conception, c'est-à-dire de bonnes pratiques à essayer de suivre. Nous, au début, on avait fait des classes un peu à la façon dont on pourrait concevoir un programme, c'est-à-dire des couches imbriquées, qui s'appellent. C'est plutôt déconseillé dans Puppet. C'est-à-dire faut éviter d'imbriquer les classes, c'est-à-dire faire une classe qui appelle une autre au sein de son code, qui inclut une autre, et comme ça on a 10 niveaux de classe, parce qu'un exploitant nouveau, par exemple, qui arrive et qui met le nez dans le code, il ne s'en sort pas. Nous, à l'échelle, par exemple, de plusieurs logiciels chez April, il y a à peu près 500 classes. Si vous avez de l'imbrication de 10 classes l'une vers l'autre, c'est vite illisible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris de notre premier essai. Globalement, une classe, ça doit être le plus simple, le plus atomique possible. C'est une classe, ça installe un seul composant. Vous avez besoin d'installer un partage NFS, vous faites une classe qui installe un partage NFS. Vous avez besoin sur le même serveur d'installer un JBoss. Vous n'allez pas mettre l'installation du JBoss dans la classe qui installe le partage NFS. Vous allez faire une deuxième classe qui installe un JBoss. Vous avez besoin d'installer un Elasticsearch, un autre. À chaque fois, c'est une classe qui installe un composant de façon à être le plus atomique possible. Et le but, c'est après, un serveur, ça devient un peu comme une boutique en ligne. Vous avez un panier, vous lui associez, j'ai besoin d'un Elasticsearch, boum, je lui associe la classe installe un Elasticsearch. Vous avez besoin d'un JBoss, vous lui associez, j'installe un JBoss. Un Apache, c'est paramétrable, c'est-à-dire j'ai besoin d'un Apache, mais avec par exemple 3 vhosts, un pour l'application monexemple.com, un pour l'application monexemple1.com, un autre pour 3. Je peux paramétrer dans la configuration de la classe Apache que j'associe au serveur, que j'aurai 3 vhosts. Il y a un composant à l'intérieur qui permet de paramétrer un vhost et du coup d'indiquer un peu, c'est assez open, on peut à peu près paramétrer toutes les routines qu'on a l'habitude d'utiliser dans un vhost Apache. Je vais essayer de vous montrer un petit exemple de ça. Je vais revenir.
paramétrer la connexion. On va se connecter chez April. Voilà. Donc là, je me connecte en fait à une interface, une UI, qui permet de paramétrer et d'associer des classes à des serveurs. Souvent, Puppet, c'est le système qui permet de créer les classes de configuration. C'est souvent couplé à une UI type du Foreman, ça c'est ce qui est fourni par Red Hat de base, ou ce qu'on a tendance à plus utiliser maintenant, je veux dire maintenant, c'est Yera, qui est un outil qui permet de faire à peu près le même principe que Foreman, mais dans des fichiers qu'on peut versionner sous Git. Ça donne l'avantage par rapport à un Foreman d'avoir plus de traçage des modifications qui ont été faites sur les configurations, et aussi d'avoir un système un peu plus affiné de gestion de droit, puisque de ce côté-là, tout se gère au niveau d'un système d'un gestionnaire de version. Donc là, je suis connecté à une interface de test de Foreman qui nous permet de paramétrer sur des serveurs voilà. Donc, j'ai deux serveurs, un en CentOS, un en Red Hat, qui sont paramétrés dans l'outil. Et si j'en ouvre un, par exemple, je vais me mettre dessus, je vais éditer sa configuration. Et je vais avoir un ensemble d'onglets. Et ce que je trouve intéressant à vous montrer, c'est un peu, là par exemple, sur mon serveur, j'ai paramétré un certain nombre de classes. Donc j'ai paramétré la connexion à un dépôt Nexus pour pouvoir installer des RPM, des artefacts qui sont stockés dans mon repository d'entreprise, un OpenLDAP, un postfix, une connexion à un spacewalk. Dans le cas d'un serveur CentOS, c'est typiquement spacewalk, c'est l'équivalent de satellite pour les distribs CentOS. Mes composants applicatifs, typiquement de mon projet, toute l'IHM de mon projet. Et j'ai accès surtout à la bibliothèque de toutes les classes qu'on a conçues chez April, qui s'appuie bien sûr sur les composants de la Puppet Forge. Je pourrais notamment, si je voulais, par exemple, associer un Elasticsearch. J'ai juste à cliquer dessus et à valider la configuration. Et après à appliquer Alors cette configuration, pour vous montrer un petit peu, la liste des paramètres que je vous avais présenté dans une classe, c'est-à-dire les paramètres qu'on peut surcharger en haut, je vais les retrouver ici. Paramétrés avec des valeurs par défaut de base, mais aussi des valeurs que je peux surcharger, c'est-à-dire typiquement, moi ce qui m'intéresse c'est le composant Elasticsearch, si je le vois. Alors de base, je n'ai pas choisi forcément le bon, c'est pas ce qu'il y a de... pas le top. Je vais prendre un autre composant qui est un proxy. Je vais installer un proxy local sur mon serveur, CNTLM. C'est notamment un système qui va me permettre de me connecter, de faire passer tous les échanges qui sont les échanges HTTP, FTP de mon serveur à travers le proxy d'entreprise. Ça va être un proxy relais en local
qui adjoint toutes les informations d'authentification, le nécessaire pour aller passer mon proxy d'entreprise. Mon CNTLM, il a un certain nombre de paramètres que je vais retrouver en bas, qui sont les attributs, typiquement, quelles informations d'authentification j'adjoins au paramétrage du proxy. C'est-à-dire le proxy local, lui, son but, c'est de faire le relais, c'est-à-dire qu'une requête HTTP que je vais lancer vers une API externe, il va l'intercepter. De base, la requête, elle ne serait pas sortie de mon proxy d'entreprise puisqu'elle n'est pas authentifiée. Je vais lui adjoindre un ensemble d'informations d'authentification qui vont me permettre de faire sortir cette requête vers une API externe. J'ai juste à surcharger ces paramètres, les remplir. Je pourrais vous faire une démonstration en live, Toto, Titi, test, TP. Je le soumets. Je vais aller me connecter au serveur. Alors, c'est Puppet. Je vais ouvrir une VM avec un SSH, une connexion SSH à mon serveur et je vais appliquer la configuration Puppet et vous allez voir que clé en main, il va m'installer un proxy local CNTLM. Derrière, je pourrais aller voir, aller taper une API Google, c'est une API externe, par exemple l'API externe d'un partenaire. Toute la problématique que je peux avoir sur les aspects proxy d'entreprise et autres, avec un outil comme ça, on va dire que je m'en astreins un petit peu en tant que développeur parce que j'ai un composant clé en main qui me l'installe pour moi. Et c'est ça l'avantage d'un outil comme celui-là, c'est pouvoir rapidement monter un ensemble de serveurs qui représentent une architecture, on va dire, plutôt usuelle du marché. Vous avez besoin de monter un front type PHP avec un backend J2E. Vous avez besoin de monter un moteur de stockage, Elasticsearch, une stack ELK de centralisation de log. Il y a énormément de composants clés en main qui vous permet, on va dire, de rapidement, par exemple, monter un POC, typiquement, un POC pour montrer cette architecture dans une réunion d'information devant des dirigeants. Souvent, nous, on arrive à faire des POC en 2-3 jours très rapides avec plusieurs serveurs grâce à cet outil. Moi, je trouve la puissance, étant dev et étant archi d'une équipe de 20 personnes, je dois gérer à peu près une trentaine d'environnements entre les postes de dev qui ont chacun un environnement local, avec au moins un front, 4 applis front, 2 back-end, voire 6, 2 JBoss différents, du PHP. Je dois gérer ça un peu tout seul, faire les montées de version, les propager. Là, récemment, je devais faire la montée de version PHP 7 de l'ensemble de la plateforme. La migration, j'ai pu la faire sur l'ensemble du parc en à peu près 5 jours, sur à peu près 45 environnements. À la main, je pense qu'on y aurait passé aisément 4 mois, avec des risques de plantage. Ça nous aurait mobilisé quand même beaucoup plus qu'une ressource. Les gains vraiment sur le delivery d'une équipe agile ou d'un ensemble d'équipes, on y gagne assez rapidement puisqu'on peut sortir en ressources contraintes un ensemble de fonctionnalités, ce qui correspond un peu au cycle agile. Si je reviens sur les tips, donc je disais qu'il faut pas imbriquer les classes, il faut les grouper plutôt en vue de l'exécution d'une application. Ça, c'est aussi un gain. Je vous donne un exemple. Sur la plateforme, on a eu il y a 6 mois un incident. On avait un des serveurs qui ne tenait plus la charge.
en fait, on avait connecté un comparateur très connu, les Furets, un autre comparateur assez connu, le Lynx, qui pouvait aller tarifer sur notre plateforme. C'est cool, on est visible, on est sur les Furets, le Lynx, tout le monde est content, machin. Seulement, ça a amené à peu près le triple d'appels sur notre moteur de tarification de ce qu'il avait avant. C'était des estimations qu'on n'avait pas forcément en amont. On s'en est rendu compte a posteriori et on s'est retrouvé avec un système qui ne marche plus, des équipes bloquées, à raison sur un système quand même assez critique, puisqu'on est sur des budgets conséquents de plusieurs millions d'euros. Pas vraiment de solution, puisque on est déjà en prod. On a monté en une demi-journée 2 serveurs à ISO du back-end qui était surchargé et les mettre en prod. Et on a passé le cap de cet incident en une demi-journée. C'est un vrai plus. Comment on a pu faire ça? Vraiment en adoptant une politique d'organisation de la configuration, de regrouper les classes en vue d'exécuter une application. Le serveur, on l'a créé, on est allé sur l'hyperviseur, on a créé 2 machines avec un Red Hat dessus. On leur a associé un groupe de classes. On a paramétré en une demi-heure les différentes classes. La config était prête et installée sur le serveur en 1 heure. Le serveur était prêt. Du coup, derrière, on a pu le mettre en ligne assez facilement en déportant tous les flux, le Lynx, les Furets, on les a déportés en moins d'une demi-journée sur un ensemble de nouveaux serveurs et on a pu tenir la charge de ces nouveaux comparateurs. Donc ça, clairement, je pense que sur le projet où j'étais précédemment, ça m'est arrivé un hébergeur qui m'appelle et qui me dit on a perdu votre serveur et on n'a pas de backup, ce ne sera pas possible de vous le rétablir. Donc là, c'était un serveur d'IHM. Moi, j'étais encore frais sur le projet. Il y avait 3 front-end. Il fallait paramétrer assez rapidement, refaire le serveur. C'est-à-dire reconfigurer une machine, réinstaller un Apache dessus, réécrire les vhosts en se basant sur ce qu'on avait en recette et démarrer le truc. On a mis à peu près 3 jours. Avec un outil comme ça, ça aurait été plié en 1 heure. Et c'est un vrai plus quand on est sur des projets vraiment à forte criticité. Avoir des outils comme ça, c'est assez indispensable et ça permet de maintenir, on va dire, de garder la maîtrise du parc de serveurs qu'on a. Un dernier truc, c'est ce que je vous disais, de la même façon qu'on va grouper les classes en vue de l'exécution d'une application métier, le paramétrage, on va essayer pareil de le faire, au lieu de faire un paramétrage spécifique à un serveur, on va essayer de mutualiser un maximum de paramétrages par groupe de serveurs. Je donne un exemple, chez April par exemple, j'ai un groupe de serveurs de dev, type front, un groupe de serveurs de recettes, type front, un groupe de serveurs de prod, type front. J'ai un paramétrage spécifique pour chacun. Demain, j'ai besoin d'un nouvel environnement parce que j'ai une équipe métier qui veut faire une démo et qui a besoin d'une mini-plateforme de test rapidement. Je crée des machines, je leur associe la config, je paramètre vite fait le truc. En une demi-journée, je sors un nouvel environnement avec les bons noms de domaine et qui est accessible à mon équipe pour faire sa démo. Le fait de mutualiser le paramétrage par groupe de serveurs et surtout par type d'environnement, ça permet de scaler assez rapidement le nombre d'environnements qu'on a d'un type particulier. Enfin, un dernier truc, pour finir, c'est nous on a démarré avec Foreman, qui était lui recommandé par Red Hat à l'époque, c'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a testé depuis 2 ans un nouvel outil qui est Hiera, qui est un petit peu comme Foreman, mais sous forme de fichier YAML. C'est plus une UI avec une application, c'est des fichiers YAML
qui sont paramétrés, mais qui définissent à peu près la même chose. On préfère, moi je conseillerais vraiment d'utiliser Puppet avec du Yera, parce que ça a vraiment toute la souplesse du versionning. C'est vraiment utile en termes de traçage. Hein. Encore il y a 5 jours, sur un système qui est paramétré avec notre ancienne version de Puppet, avec Foreman, on a quelqu'un qui a réactivé un agent qui nous a fait tomber quand même notre plateforme. On n'a jamais trouvé qui a fait la modif sur Foreman. On n'a pas trouvé. Avec un Git, le fait de versionner et de déployer que avec une pique d'intégration continue ce qui a été versionné, on peut remonter et tracer un peu ce qui s'est passé sur un fichier, comparer face à toute la puissance d'un éditeur de développement. Et nous, c'est ce qu'on conseille plutôt que Foreman, qui certes est plutôt bien fait, mais pêche vraiment sur cet aspect, traçage, et pêche sur la gestion des droits, qui est très basique, et dans un environnement multi-équipes, avec des équipes de développement qui ont besoin de paramétrer que certains bouts, et une équipe d'infra qui, elle, a besoin de paramétrer tous les composants système ou autres, c'est assez difficile de faire une restriction au sein d'un serveur entre la partie système et la partie dev. Avec du Yera, c'est beaucoup plus facile puisque vous pouvez associer plusieurs fichiers, l'un issu d'un dépôt, accessible par exemple que des développeurs, et l'un issu de l'exploitation, d'un dépôt accessible que de l'exploitation, et du coup mutualiser les deux. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie. Je suis désolé un peu des fois de mettre emmêlé les pinceaux. C'est une présentation que j'ai préparée assez vite, par un manque de temps, malheureusement. Mais si vous avez des questions, je peux y répondre. N'hésitez pas. Qu'est-ce qui vous a poussé de partir plutôt sur Puppet que sur Ansible? Qu'est-ce qui a drivé? Alors, qu'est-ce qui a drivé? Moi, je vais dire que déjà à l'époque, on avait Ansible démarré il y a 4 ans. C'était encore en démarrage. Nous, on avait ciblé un autre outil qui est un peu un pendant de Ansible qui s'appelle Rundeck, qui permet de faire un peu de ce que fait un Ansible, mais sur un serveur centralisé. C'est du clé en main. Et nous, c'était pas mal. On comparait ça un peu à un Jenkins et c'était plutôt familier. Puppet, pour moi, ne fait pas tout à fait la même chose. Puppet, ça configure un serveur, c'est-à-dire ça prépare un serveur à exécuter une application. Ansible, ça peut faire la même chose, mais c'est un ensemble de playbooks qu'on va exécuter pour installer des choses. Ça ne vous fournit pas de base le moyen de regrouper ces playbooks de façon organisée pour gérer un parc de plusieurs applications. Je sais pas si ça... Et Ansible va faire beaucoup de choses séquentielles. Puppet, c'est plutôt déconseillé. On conseille plutôt de limiter les aspects séquentiels. Typiquement, je donne un exemple. Nous, on a une appli où, pour la déployer, il faut déjà exécuter un ensemble de scripts sur une base de données SQL qui met à jour un schéma. Derrière, il faut installer un RPM, démarrer le RPM, exécuter des patchs, un ensemble de scripts SQL post-déploiement. Avec un Puppet, c'est difficile de faire cette séquence d'actions sur cet aspect-là de déploiement automatisé. Ansible va être plus pratique. Par contre, pour configurer un serveur, c'est-à-dire clé en main, faire en sorte qu'il soit prêt, on a du Ansible. J'ai une équipe d'exploitation qui apprenait à un moment donné d'utiliser Ansible et plutôt de laisser Puppet à côté. On n'a jamais réussi à avoir un équivalent aujourd'hui. C'est-à-dire que la gestion des scripts, c'est mal organisé, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver comment les ranger correctement. À chaque fois que je demande un nouveau serveur, sur toutes ces features, souvent ce qui arrive, c'est que le serveur est livré, mais tout ce qui relève de script Ansible
n'a pas forcément exécuté, a été exécuté parce que on va dire le ou les exploitants qui ont créé les scripts Ansible permettant de paramétrer une fonctionnalité sont partis, sont affectés à un autre projet. C'est un nouvel exploitant qui a pris le relais et il n'a pas vu qu'il y avait 4 scripts, il en a exécuté que 3. C'est très souvent arrivé et moi, c'est ce qui me fait penser aujourd'hui que les deux n'ont pas tout à fait le même usage. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai suivi un certain nombre de formations. Ansible est un peu plus. Il y a une communauté un peu plus forte autour d'Ansible. Donc on aurait tendance à le privilégier. Mais pour avoir par exemple l'organisation des scripts et autres, il faut souscrire à un Ansible Tower. La version Ansible tout seul ne suffit pas. Sur un Puppet, vous avez l'ensemble sans être obligé de souscrire forcément une licence. Donc c'est quand même un plus. Mais je dirais que les deux sont complémentaires. Moi aujourd'hui, j'ai prôné, j'en discutais encore il y a 10 jours avec un architecnique, qui est le pendant de ma fonction, mes côtés exploitants. Lui est arrivé en disant il faut faire tout en Ansible. J'ai réussi à le convaincre que les deux ne faisaient pas la même chose. Et du coup, maintenant, il est plutôt à se dire, effectivement, il y en a un, on va s'en servir pour faire toute la configuration système, et l'autre, on va s'en servir pour faire le déploiement automatisé des applications. Et les actions run, on va dire les actions d'exploitation qu'on fait au fur et à mesure. Voilà. D'autres questions ? Merci. Voilà.